Bon, on écoute le témoignage de Sophie et on se retrouve tout de suite après pour discuter un petit peu de tout ce que j'ai entendu. À tout de suite. Jean-Charles Bouchot est avec nous, auteur de ses derniers livres, Les violences invisibles aux éditions Le Courrier du Livre. On évoquera aussi vos petites, votre nouvelle... Mes ateliers d'écriture, voilà, peut-être. Après les infos, Oui, on oui, évoquera ça. oui, volontiers, oui. Absolument. Bonjour Sophie. Bonjour, c'est sur le thème de la violence et je crois bien être en plein dedans, Oui. où j'ai posé d'ailleurs mon propre diagnostic en fonction de mes propres recherches et mon propre ressenti, c'est-à-dire que je pense être tombée sur un pervers narcissique et de haut niveau. Alors dites-nous ce qui vous fait penser ça. En fait, c'est paradoxal ce que je vais vous expliquer, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais penser que je me trompe, des moments où je suis quasi sûre de que je ne me trompe pas, c'est qu'en fait, c'est des insultes, des rabaissements, des critiques quotidiennes, et puis à des moments, il va être super gentil, prévenant, enfin voilà, il va faire des choses pour me faire plaisir, et puis une fois que c'est fait, il va redevenir cet homme violent verbalement, et c'est arrivé de l'être aussi physiquement d'ailleurs, mais comme je suis pas vous de nature... savez, Sophie, il se peut que parfois vous ayez raison et que parfois vous ayez raison. C'est-à-dire que quand vous êtes face au Dr Jekyll, vous dites waouh, il est magnifique le Dr Jekyll, et quand vous êtes face à Mr Hyde, vous dites wow, mais il est horrible. Et dans les deux cas, vous avez raison. Vous voyez, c'est là parce qu'on parle de perversion narcissique, ouais. Mais il y a aussi d'autres cas qui ressemblent terriblement, et notamment la schizophrénie à l'extrême, mais aussi les personnalités limites, etc., sont des personnalités qui peuvent être sincères. C'est-à-dire que le jour où il vous dit que vous êtes quelqu'un de bien et qu'il vous aime, c'est vrai. Et le jour où il vous dit que vous... Enfin, c'est vrai dans son esprit. Et le jour où il vous dit que vous êtes un monstre et que vous ne valez rien, c'est vrai dans son esprit. D'accord. Plus je ne vaux rien que un monstre. Pensez que vous avez affaire à deux personnes différentes dans un seul même corps. Alors que pourtant, c'est ce qui dit que moi je suis. Oui, mais ça, c'est son délire. Ça lui appartient. Là, ce que vous devez apprendre, Sophie, c'est à vous détacher du discours de l'autre. C'est pour ça que je parle de pathologie. L'intérêt, c'est pas de dire qu'il est malade. L'intérêt, c'est que vous compreniez, vous, que son discours n'appartient qu'à lui. Il est dans l'identification projective. Et donc, encore une fois... Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, que tout ce qu'il me dit, c'est ce qu'il ressent pour lui-même. Ah oui, c'est ce qu'il a peur de découvrir en lui-même. C'est ça, qu'il a un gros problème de confiance en lui et que du coup, il sera obligé de s'entourer avec de personnes et quand tout d'un coup, il est envahi par son mal-être, il vous le projette sur vous. Exactement. Et donc, il va mieux. Oui. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, Sophie. Ces personnalités-là, en fait, ne sont même pas conscientes de vous faire du mal. C'est pour ça que c'est impossible de communiquer souvent avec eux. Vous pensez qu'elles ne sont pas conscientes ? Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Ça fera 3 ans au mois de mars. D'accord. Alors, je pense, j'en sais rien, c'est vous qui parlez, donc je ne peux pas parler à sa place. Mais très souvent, c'est des personnes c'est pour ça d'ailleurs que la communication n'est pas possible, puisque vous communiquez avec votre prisme à vous et lui, il a un autre prisme, et c'est ensuite souvent des personnes la thérapie ne peut rien pour eux. Oui. D'accord. Parce que justement, de toute façon, ils ne vont pas rentrer en thérapie. Hein. Mais non, parce qu'ils souffrent pas au fond. Ouais. Quand ils vont pas bien, ils vous insultent et puis il va mieux. C'est ça. On pourrait dire que Sophie, vous êtes son médicament et que c'est, j'ai envie de dire, à cause de vous, excusez-moi, qu'il ne tombe pas malade. Parce que c'est bien de tomber malade aussi, hein, parce que la maladie, elle est là pour nous soigner. Mais si lui, il est votre, si vous êtes son médicament, pensez que lui est votre symptôme. C'est qu'est-ce que vous jouez dans cette relation et pourquoi est-ce que vous avez besoin de jouer cette relation ? Quel est votre bénéfice à vous ? J'en ai pas. Oh, sûrement. Sinon, vous resteriez pas. Très sincèrement, j'ai conscience de ne pas avoir de bénéfice avec lui. Et si, le bénéfice que vous avez encore, c'est qu'il y a des moments où il est bien. Mais oui, mais le problème, c'est que j'ai conscience que même à ce moment-là où il est bien, c'est pour mieux m'appâter derrière. Non, mais parce que là, vous commencez à prendre conscience que les moments où il est bien vont enchaîner sur des moments où vous n'allez pas être bien, si je puis dire. Mais jusqu'à présent, vous ne l'aviez pas encore conscientisé, ça. Non, c'est vrai. C'est vrai que vous faites un pas important aujourd'hui. Vous faites un pas important. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous restez dans cette relation ? Pourquoi je reste dans cette relation ? Est-ce que vous espérez de le changer un peu ?
j'ai espoir peut-être qu'il change pour son futur et pour sa fille. Donc vous ne l'aimez pas. Parce que moi, je suis désolé, mais si je suis avec quelqu'un que j'aime, j'espère pas que cette personne, elle va changer. Si je suis avec quelqu'un que j'aime pas, effectivement, je me dis peut-être que si elle changeait, je finirais par l'aimer. Bizarre, non? Oui, j'avais jamais tourné la chose comme ça. Il est redoutable, Jean-Charles Bouchou. Ah ouais, ça y est, déjà, je me posais 36 questions, ça y est, j'en ai 37 maintenant. Non, mais vous avez pu l'aimer parce qu'il vous faisait du bien et parce que vous étiez bien avec lui. Et puis là, vous aimeriez retrouver celui que vous aviez au début. Ou peut-être parce que le genre de personnes comme moi qui tombent sur ce genre de personnes-là ont vécu certaines choses dans leur vie et reproduisent sans cesse le même schéma avec le même type de personnes. J'ai pas eu une enfance très glorieuse, on va dire, par les hommes que j'ai aimés et qui ont dû m'aimer. Et du coup, peut-être qu'inconsciemment, je reproduis le même schéma parce que je n'étais habituée qu'à ce genre. Là, vous êtes assez consciente, hein? Oui, j'ai eu un gros coup de comment dirais-je, d'une grosse. Mais voyez, Sophie, le fait de dire inconsciemment, alors que vous en êtes consciente, ça montre bien que quelque part, vous avez le bénéfice de ne pas sortir de ce genre de relation. Voyez, j'ai peut-être pas le cran encore, ou j'ai de la peine, de la pitié pour lui, je sais pas. Parce qu'il a des... Voilà, parce que je me dis que peut-être que comme lui, il en est malheureux. Je crois aussi, Sophie, que c'est difficile, c'est compliqué de sortir de la répétition. Ça demande mais j'ai l'impression que Sophie, elle veut le sauver, c'est ça? Vous voulez l'aider? C'est ça. Donc, vous Moi, savez, j'ai l'impression que je suis sur Terre pour être la sauveuse. Ouais. Hier, on était arrivé à la conclusion, vous avez affaire à un enfant. Sophie, elle sent qu'il y a un enfant à l'intérieur de son compagnon et elle voudrait aider cet enfant. Vous êtes une maman par excellence, quoi. Mais je vais vous donner une bonne et une mauvaise nouvelle, mais en fait c'est la même. Ça marche pas. Vous n'y arriverez pas. Parce que ça fait partie... Vous voyez, on parlait de bénéfices secondaires et j'arrivais pas à les nommer. Ben là, le bénéfice secondaire, c'est je vais essayer de le sauver. Et l'autre en face, il se dit, ah, elle essaye de me sauver, c'est bien, je vais pouvoir la garder. Mais si jamais vous arriviez à le sauver, un des deux partirait. Il finirait par se sauver, d'ailleurs. Tiens, c'est intéressant comme jeu de mots. Donc, mais de toute façon, ne vous en faites pas, ça ne marche pas parce que c'est votre lien, sa pathologie et vous qui avez envie de le sauver. Donc, à un moment donné, vous allez devoir renoncer parce que tout simplement, on ne sauve pas son conjoint, on ne sauve pas son patron, on ne sauve pas ses parents. C'est pas votre boulot. S'il a besoin d'être sauvé, qu'il aille voir un médecin, un thérapeute. Et vous avez intérêt à vous sauver. Voilà. Et si vous voulez sauver des gens, devenez thérapeute, mais à ce moment-là, ils viennent vous voir dans votre cabinet, vous êtes payé, ça dure un certain temps, il y a un cadre qui est posé. Et puis, c'est des gens que vous ne connaissez pas à l'origine. Vous voyez ? Mais on ne sauve pas sa famille, on ne sauve pas ses employeurs. Hein. Non, les employeurs, non, mais la famille, les gens quand même. Ouais, je dis les employeurs parce que c'est là où ça se passe. Hein. Ça se passe toujours avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses parents ou avec son employeur. Mais je crois, Sophie, qu'il faut faire la différence entre le désir d'aider l'autre, qui est une sorte d'amour au sens large du terme, et puis l'amour qu'on peut porter à quelqu'un parce que c'est une relation où on est mieux que quand on est seul. Et c'est une relation où on se donne et du plaisir réciproquement et qu'on se donne et on donne et on reçoit. Là, vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas grand-chose. Si, ou que du négatif, quoi. Je reçois ce que je ne veux pas. Oui, mais enfin, si vous appelez ça recevoir, si on recevoir du négatif en amour, excusez-moi, c'est pas de l'amour. Hein. Non, oui, je sais que c'est pas de l'amour. Et je suis en train justement de prendre conscience de tout ça et ça serait sympa ça serait génial plutôt, excusez-moi, que les femmes qui écoutent l'émission et qui entendent tout ça prennent conscience aussi que la vie c'est pas ça, quoi. La vie c'est soi-même et sinon même on n'est pas bien de toute manière. Les hommes aussi, parce qu'il y a aussi des femmes perverses narcissiques. Oui, il y en a aussi. Et les hommes qui se prennent pour des sauveurs, hein, qui se disent voilà, j'ai rencontré une jeune femme, je vais la sauver, grâce à moi elle va s'en sortir, etc. C'est ce qu'il m'a dit, qu'en fait, parce que quand il parle mal de moi, il dit que je suis une cassos, que je suis bipolaire, que je suis schizophrène, que je suis une bonne à rien, capable de mettre du doigt, je n'ai jamais rien acquis de ma vie. J'ai dit, mais dans ce cas-là, pourquoi tu t'es mis avec moi alors? Si tu penses ça de moi depuis le début, quel intérêt tu as eu d'être avec moi en fait? Il me dit parce que je pensais que tu étais sauvable. Oui, mais Sophie, encore une fois, repensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas le même langage. Ouais. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Donc, cessez d'essayer de communiquer. Sauvez-vous, je crois qu'on vous l'a dit plusieurs fois.
Merci en tout cas de ce témoignage qui évidemment va aider ceux qui nous écoutent, hein, parce que c'est aussi comme ça qu'on prend conscience qu'on est peut-être nous-mêmes dans une relation de victime-sauveur. Alors la petite devinette, tiens justement on parlait d'amour, si l'amour empêche de voir les défauts, qu'est-ce que la haine empêche? C'est la devinette du jour, vous nous donnez la réponse comme hier, hein, après les infos, Jean-Charles Bouchou, et puis on va parler aussi de ces ateliers d'écriture que vous avez lancés dans un... Donc tout de suite, Sophie dit « j'ai posé un diagnostic ». Donc moi, la question que j'ai envie de demander, de vous poser, c'est quel intérêt de poser un diagnostic? D'abord, je voudrais vous dire une chose, c'est pratiquement impossible de poser un diagnostic sur soi-même et sur une personne qui nous est très proche. Parce que pour pouvoir poser un diagnostic, nous avons besoin de distance. Donc ça appartient généralement à un tiers, et c'est un tiers, et souvent un professionnel, qui va poser le diagnostic. Mais quel intérêt de poser un diagnostic? Pour un médecin, par exemple, l'intérêt de poser un diagnostic, c'est de trouver la bonne molécule qui va pouvoir aider la personne. Mais quand on est en couple avec quelqu'un, c'est pour ça que je vous renvoie toujours à vous-même, recentrez-vous sur vous. C'est-à-dire que l'autre soit pervers ou autre chose, importe peu. Ce qui compte, c'est est-ce que je suis bien dans la relation, est-ce que j'ai envie de la continuer. Alors, certains me disent, oui, mais si je pose un diagnostic tel qu'il n'est pas ou elle n'est pas perverse, à ce moment-là, il va pouvoir peut-être se soigner, se guérir, et à ce moment-là, nous pourrons nous aimer. Complexe, hein, c'est lourd, pourquoi pas, mais bon, je suis un peu surpris de ça. Quand il s'agit de nos parents, de nos enfants, je le comprends un petit peu mieux, mais là, pareil, il ne nous appartient pas de poser un diagnostic, c'est réservé aux professionnels. Pas parce que c'est une caste bien fermée, mais tout simplement parce qu'ils ont la distance nécessaire pour pouvoir le faire. Vous voyez ? Dans un certain cas, je vous en avais parlé déjà dans une vidéo, une personne me disait, mais je me demande s'il est pervers narcissique. Et je répondais à la personne, quel intérêt, un petit peu ce que je viens de vous dire là maintenant. Et la personne me disait, si, c'est important parce que s'il est pervers narcissique, ça veut dire que je ne suis pas folle. Je lui avais répondu, alors à ce moment-là, la question n'est pas est-ce que l'autre est pervers narcissique, mais est-ce que je suis folle? Et puis j'avais été plus loin dans le questionnement, et si vous étiez folle, qu'est-ce qui se passerait? Elle me disait, à ce moment-là, plus personne ne voudrait me parler, c'est moi qui ai tort, je vais être mise à l'écart. Alors je lui avais dit, alors c'est une angoisse d'abandon. Puis j'avais même été encore plus loin. L'angoisse d'abandon chez un tout petit peut rimer avec angoisse de mort, parce qu'un tout petit qui serait abandonné dans la rue serait effectivement en danger de mort, c'est pas un fantasme. Et d'ailleurs, il m'arrive d'entendre des personnes qui disent, mais moi, si je suis abandonné, j'ai l'impression de mourir. Ce que je comprends très bien, ce sont des angoisses qui nous viennent de l'enfance. Donc que l'autre soit pervers ou ne soit pas pervers, là n'est pas, et rarement la vraie question. La vraie question, c'est qu'est-ce qui résonne en moi comme angoisse de mort, angoisse d'abandon, la peur d'être fou aussi, hein. Quelquefois ça peut faire du bien de se dire, je le dis quelquefois quand j'ai des patients suffisamment solides, vous êtes complètement fou, et ne le suis-je pas moi aussi, vous voyez, mais à partir de cette folie qu'allons-nous pouvoir créer, et c'est ça qui est intéressant, c'est pas de faire le diagnostic de soi-même, n'est pas tellement intéressant, c'est plutôt qu'est-ce que je suis capable de faire et vers quoi j'ai envie de tendre, c'est-à-dire se tourner vers la vie. Voilà. Autre chose que j'ai entendu, on entend bien le clivage. On entend bien le clivage de Sophie. Et on entend bien évidemment le clivage de la personne de son compagnon. Le clivage de Sophie, c'est quand elle dit il y a des moments j'ai l'impression que, et il y a des moments j'ai l'impression que. Vous voyez, coexiste deux réalités à l'intérieur d'elle-même. Et souvent on collectionne. C'est-à-dire que si l'autre est gentil avec nous, on va se rappeler tous les bons moments qu'on a pu passer ensemble. Et puis si l'autre devient désagréable, on se souvient de tous les mauvais moments qu'on a pu passer ensemble. Nous aussi, nous avons tendance à... je ne veux pas parler de dissociation, ce serait trop lourd, mais au moins au clivage. Et on collectionne dans deux réservoirs différents, les bons moments, les mauvais moments. Donc on entend bien le clivage de la personne qui emploie des mécanismes de défense pervers, mais on entend très bien aussi le clivage de la personne, de la victime. Et c'est pour ça que j'en arrive à dire à Sophie, dans tel cas vous avez raison, et dans tel cas vous avez raison, ce qui peut sembler contradictoire, mais qui en fin de compte est réel si on considère qu'on a affaire à une personne qui, à minima, est... Alors, le troisième thème que j'ai envie de discuter avec vous, c'est le fait de vouloir sauver l'autre. Alors, j'ai fait une vidéo, déjà, vous pouvez la retrouver dans l'historique, c'est de vouloir sauver les autres. Là, nous sommes au mois de novembre, et le mois de novembre est un mois important parce que c'est le mois où les choses tombent, les feuilles des arbres tombent, et elles commencent à pourrir, vous voyez. C'est le mois de la transformation, c'est le début de la fin. On va arriver en hiver, qui ressemble à s'y méprendre à quelque chose de mort, mais qui en même temps est promesse de vie. Parce que ces feuilles qui vont pourrir, elles vont donner un superbe humus, un superbe engrais. Enfin bon, c'est pas vraiment notre thème, encore que.
C'est-à-dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire, vous donnez le sein à un enfant, c'est magnifique. Hein, on imagine ce tableau, la Vierge et l'enfant, c'est superbe. Mais si la Vierge n'est pas capable à un moment donné de sevrer son enfant, le lait finit par devenir quelque chose de toxique. De la même façon, le bain amniotique dans lequel nous avons baigné pendant 9 mois, il nous nourrissait, il nous remplissait d'oxygène, etc. Il était vraiment une chose merveilleuse, mais au bout de 9 mois, il commence à tourner, à pourrir un petit peu comme les feuilles. Et là, il est temps, il est temps de naître. Il est temps de naître à autre chose. Et si on reste dans le bain amniotique, on va s'étouffer, on va mourir, on va s'intoxiquer. C'est pareil dans la relation mère-enfant, c'est pareil dans la relation parent-enfant, c'est la même chose dans la relation à son conjoint. À un moment donné, évidemment que s'il tombe, on peut lui tendre la main, on peut l'aider, mais on n'est pas son sauveur. Et vouloir être le sauveur de l'autre est toxique. Et oui. Et l'autre va... Et on rentre... Enfin, je l'explique assez bien, je crois, dans l'émission. Ça devient une relation qui, avec le temps, va pourrir. C'est-à-dire, je reste avec toi pour que tu me sauves, tu restes avec moi pour que je puisse te sauver, et on finit par avoir une relation sauveur-sauvé, et on ne veut pas en sortir, parce qu'effectivement, si un des deux était sauvé, il pourrait alors se sauver, ce que je dis très bien, pendant l'émission. Donc, sans quoi, la relation devient toxique, c'est-à-dire que les bonnes intentions peuvent devenir toxiques une fois qu'elles n'ont plus lieu d'être. Et quelquefois, couper la relation, bien sûr que c'est brutal, le sevrage c'est brutal, la naissance c'est violent, enfin bon, je ne sais pas si vous avez assisté à une naissance, c'est quelque chose d'extrêmement violent, mais nécessaire. Et on peut imaginer que la mort le sera aussi. On sent la mort qui arrive, waouh, c'est pas réjouissant. Ouais, mais c'est une nécessité, ça fait partie de la vie. Voilà. Donc là où je voulais en venir, c'est que le désir de vouloir sauver les autres ou de sauver l'autre, c'est pas forcément une bonne idée. Ça peut l'être très ponctuellement, évidemment, quelqu'un tombe, un enfant tombe, on le prend dans ses bras, on le rassure, c'est magnifique. Il ne s'agit pas de devenir des êtres froids. Il s'agit de comprendre que le vouloir sauver est peut-être bien la racine, dans certains cas en tout cas, de la relation perverse. Donc, cessez de vouloir être des sauveurs, cessons de vouloir être des sauveurs. En tout cas, si vous êtes thérapeute et que vous avez un fantasme de sauver les autres, et je suis désolé, même si vous êtes plein de bonne volonté, même si vous avez étudié tout ce qu'il fallait étudier, vous serez un mauvais thérapeute. C'est qu'à un moment donné, vous êtes juste présent, quoi, entier, vivant. Et puis, une fois de temps en temps, vous rappelez à la personne, nous avions rendez-vous à telle heure, vous venez à l'heure. Ça, la thérapie. C'est ramener au réel, à la réalité. C'est certainement pas vouloir sauver l'autre, parce que vouloir sauver l'autre, c'est l'entraîner dans quelque chose de délétère. Même si ça part d'une bonne intention, c'est pas un jugement que je pose, hein. C'est essayer de jouer autre chose. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et vous n'aurez peut-être à ce moment-là plus tellement besoin de tomber dans ce type de relation, et vous pourrez aller vers quelqu'un qui va bien. Vous avez le droit aussi d'être avec quelqu'un qui va bien. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. J'en aurai encore beaucoup d'autres à vous raconter, mais on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.